Merci Jean. Ouais, donc c'est un projet qui, moi, j'ai pris en main il y a quelques années, il y a peu d'années quand je suis arrivé. Comme ça. Mais qui en fait avait été démarré bien avant moi par Martin et Emilien Lannes, qui étaient au cartel avant moi, et qui visent à comprendre la performance thermique et la réponse phénotypique à la température, donc de l'ongle chevalier. Donc le réchauffement climatique peut avoir plusieurs impacts sur les organismes. Donc, le premier, celui qui est plus documenté, c'est des changements phénotypiques, donc au niveau des populations et des espèces. Il y a surtout une baisse de la taille corporelle qui est prédite avec l'augmentation des températures à cause de plusieurs mécanismes, notamment une accélération du taux de croissance chez les juvéniles et une augmentation de la mortalité des adultes. Il y a également des changements génétiques qui sont attendus, et il y a des papiers plus ou moins récents qui montrent qu'en ce moment, il y a une perte de diversité génétique au sein des populations qui est de l'ordre de 6%. Et cette perte de diversité génétique, elle est actuellement, je pense, assez peu prise en compte et elle est invisible dans la plupart des inventaires. Le changement climatique peut aussi induire des changements d'aire de répartition et d'habitat, avec une augmentation par exemple des espèces méridionales dans nos latitudes au détriment des espèces les plus septentrionales. Je vais passer très rapidement sur les effets phénologiques, parce que ça ne vous intéresse pas ici. En fait, tous ces effets peuvent avoir des impacts au niveau global, mais aussi à des échelles plus locales, comme ce qui nous a intéressé ici, au niveau de l'ongle chevalier sur le lac Léman. Donc c'est une espèce qui est patrimoniale et emblématique du lac, qui a une importance assez forte pour les pêcheurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, qui comptent beaucoup sur cette ressource. En fait, ces dernières années, il y a pas mal de fluctuations et de baisses au niveau des tailles de population d'ongles chevaliers. Je crois que les données ont été mises à jour, mais les populations, là, comme on voit à gauche, sont assez faibles. Il y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer cette baisse au niveau des densités de population. Il y a le réchauffement, la pollution, la pêcherie, la progression génétique. Donc nous, ici, on s'est intéressé à la thermie. Et notamment, il y a des travaux il y a 10-15 ans qui ont montré que la performance au niveau du recrutement des juvéniles décroissait avec l'augmentation des températures au niveau des phénomènes. Et donc nous, on se pose la question, est-ce que des adaptations de cette population aux augmentations de température sont possibles, ou est-ce que ce déclin est inéluctable, avec plusieurs enjeux pour la pérennité de l'espèce dans ces lacs-là et la pertinence de certaines stratégies de gestion. Donc pour cela, on s'est intéressé, nous, à un triptyque de lacs, le lac d'Alost, le lac Léman et celui de Sainte-Croix, qui ont la particularité, a priori, d'avoir une origine commune, celle du Léman, donc avec des diversités génétiques semblables, et qui sont sur un gradient thermique, avec Alost qui est un lac d'altitude a priori froid, et Sainte-Croix un lac plutôt dans le sud, à la jonction entre le Var et les Alpes de Provence, si je ne dis pas de bêtises, et qui est plutôt chaud, où l'ongle va être en limite de niche thermique. Et donc sur ces trois lacs, on avait plusieurs objectifs. Le premier était de tester la variabilité génétique entre les populations. Le deuxième était de regarder les niches thermiques, donc la tolérance thermique des populations. Est-ce qu'il y en a qui sont plus spécialistes et d'autres généralistes que d'autres? On a essayé de regarder les adaptations au niveau physiologique, donc les limites métaboliques, au niveau du métabolisme global et aussi au niveau des mitochondries. Martin vous en dira un mot. Et on a essayé de regarder s'il y avait des adaptations comportementales, et si ici les alevins pouvaient notamment choisir choisir leur habitat thermique afin d'optimiser leur croissance ou leur survie. Je ne vais pas tout vous présenter, je vais commencer par les déboires qu'on a eu l'année dernière sur Sainte-Croix. En fait, on a longtemps pensé que la photo que vous voyez là, c'était le dernier ongle de Sainte-Croix en 2023. Donc on a un peu poussé les pêches, et il y a notamment Raphaël et Clément qui sont allés faire des prospections avec l'Europe pour voir l'état des frayères et prendre des échantillons d'eau. On a entendu Julien. Si, on a quand même quelques images des frayères historiques qui en fait sont très colmatées. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'ongle pour se reproduire a besoin de gravier très propre afin de déposer ses œufs et qu'ils soient bien oxygénés. Et ici, sur peu d'images qu'on a pu avoir, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de sédimentation qui peuvent empêcher l'ongle de se reproduire correctement. Et avec des analyses d'eau et d'ADN environnemental, on a également pu attester que normalement il y avait encore des ongles dans le lac, et reste à savoir la quantité de ces ongles dans le lac.
Donc cette année, il y a Julien, Hervé et Raphaël qui sont retournés sur le terrain. Ils ont pêché une petite dizaine de poissons, ce qui nous a permis de faire 2 analyses génétiques, mais pas beaucoup plus. Et donc les premiers résultats ont montré qu'en fait, au niveau génétique, 5.3 qui est tout à droite, est vraiment très différent de Alos et du Léman, ce qui questionne en fait sur l'origine de cette population. Et on suppose qu'il y a eu plusieurs albinages avec différentes populations, et notamment avec du lac de Constance, qui fait que génétiquement 5.3 est très décalé par rapport à nos 2 autres peuples. Et j'ai aussi très rapidement fait des calculs de taille efficace, de taille effective, qui en fait sont très faibles. Pour 5.3, on est de l'ordre entre 3 et 60. Et pour vous donner une idée en génétique des populations, on dit souvent qu'en dessous de 50, c'est des populations qui sont très soumises à la dérive et qui vont pas très bien. Donc ensuite, pour la partie niche thermique, on a incubé des œufs, donc des différentes coques, sur un gradient environnemental, et on a mesuré leur capacité d'éclosion, entre guillemets, ce qui nous a permis de calculer plusieurs paramètres de niche thermique, donc le taux d'éclosion à l'optimum, la température tolérée maximum, la température optimale, donc celle à laquelle le taux d'éclosion est le maximum, et la largeur de niche maximale à laquelle on descend sous un seuil de 80% de taux d'éclosion maximal. Et comme on n'a pas pu avoir d'œufs sur 5.3, on s'est permis d'inclure la population d'Annecy, qui elle thermiquement est moins intéressante que 5.3, et qui d'un point de vue halieutique est intéressante parce qu'elle est vraiment gérée de façon très différente, avec des individus qui sont gardés en pisciculture et ensuite albinés. Et donc pour les premiers résultats qu'on a, on a pu observer que le lac d'Alos, a priori, les œufs avaient un meilleur taux d'éclosion, que le lac d'Annecy avait des températures maximales beaucoup plus faibles que les 2 autres lacs, comme vous le voyez sur les graphes à droite. Le point du milieu est bien plus bas. Et sur la largeur de niche, le Léman semble également avoir une tolérance plus faible que les poissons d'Alos. Donc ces résultats, ils peuvent questionner sur la pertinence des stratégies d'albinage un peu poussées, comme sur Annecy, qui seraient faites au détriment de la qualité des albins. Et donc ces données, ça peut permettre notamment de calculer des points de bascule. Donc là, on s'est basé sur les données générées par Jean-Philippe, Olivia et leur équipe avec leur modèle, donc avec un scénario pessimiste dans le lac Léman. Ça nous permet de voir à partir de quel moment certains points de bascule pourraient être atteints. Et notamment, on pourrait prédire, là c'est fait très grossièrement, qu'en 2059, la limite de marge thermique à 80% serait atteinte, et qu'à peu près en 2100, la limite thermique maximale dans le Léman serait atteinte aussi, ce qui peut questionner la viabilité à très long terme des ongles dans le lac Léman. Pour la partie physio, je vais laisser Martin vous dire deux mots. Ouais, donc très rapidement, donc il y a eu aussi pas mal d'études d'éco-physio sur ces poissons. Et l'hypothèse c'était évidemment de se dire dans les milieux les plus chauds, les poissons vont plus respirer et donc produire plus de déchets métaboliques, de radicaux libres. Et on a pu le montrer. Les poissons de Sainte-Croix avaient des dégâts oxydatifs plus importants que ceux d'Alos. Il y a 2 méthodes potentielles pour lutter contre ces dégâts. C'est soit augmenter les défenses, donc augmenter la production d'enzymes antioxydantes. Et en fait, ça c'est coûteux. Et du coup, ils ne le font pas. En fait, on a même plutôt l'inverse. Sur un gradient de température, on avait plutôt les poissons dans les lacs les plus chauds avaient plutôt tendance à produire moins d'enzymes antioxydantes. Et du coup, ça nous a amené à une deuxième hypothèse pour lutter contre la production de ROS, de radicaux libres. C'était éventuellement de moduler le fonctionnement de la mitochondrie. Et pour tester ça, on a fait de la transcripto donc, sur les poissons d'Alos et de Sainte-Croix. Et on a pu, en analysant les transcriptomes, on a pu se rendre compte que en fait, pratiquement tous les gènes qui étaient exprimés significativement différemment
dans les deux lacs étaient en fait des gènes mitochondriaux, ou en tout cas impliqués dans le fonctionnement mitochondrial, et en fait avec une sous-expression de ces gènes à Sainte-Croix. Donc en fait on a une régulation a priori du métabolisme mitochondrial au chaud, potentiellement pour produire moins de dégâts. Et ça pose des questions sur les capacités d'adaptation et les scénarios de gestion, parce que dans le fonctionnement de la mitochondrie, alors il n'est pas entièrement lié aux gènes mitochondriaux, il y a un peu de gènes nucléaires qui jouent dedans, mais il est quand même en grande partie influencé par les gènes mitochondriaux, et donc des gènes plutôt maternels. J'étais un peu spolié d'un point de conclusion. Merci Martin. Ouais. Du coup, pour conclure, nous on a vu que la marge thermique diminuait drastiquement pour le Léman, que les poissons d'Alos, qui a priori était la population la plus naturelle, c'est-à-dire qu'on la laisse tranquille niveau halieutique, était la plus résiliente des populations que nous on a pu étudier. Et donc nos résultats questionnent sur la pertinence de certaines stratégies d'albinage, notamment sur le lac d'Annecy et également sur le lac de Sainte-Croix. Est-ce que ça vaut le coup d'albiner dans des lacs où les poissons ne sont pas fixes en fait? Et ça permet également de questionner sur des mesures de soutien plus ciblées, notamment avec, comme le disait Martin, avec des mères qui seraient adaptées au chaud, qui puissent transmettre leur adaptation mitochondriale aux descendants et permettre aux populations peut-être de se maintenir dans des environnements plus chauds. Et donc nous on avait deux perspectives à ce travail, qui étaient l'adaptation comportementale et l'utilisation de refuges thermiques dans les lacs, parce que les poissons seraient peut-être capables d'aller chercher des affluents qui seraient à la bonne température pour leur permettre de se reproduire, ou des choses comme ça, et l'augmentation du nombre de populations. Donc ça c'est un travail que Hervé a commencé cet été dans le cadre de sa thèse. Il a échantillonné une quinzaine de lacs d'altitude dans laquelle il n'y a plus de repeuplement, et on va essayer de voir s'il y a des innovations génétiques ou morphologiques qui permettent de résister mieux à un gradient thermique. Et voilà, donc, je tenais à remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à ce projet et vous pour votre attention.